Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Isabelle Guichot, la directrice générale de SMCP, le groupe de mode de luxe accessible. C'est comme ça que vous définissez Sandro Mage et Claudie Pierlot et de Fursac, j'ai oublié aussi, c'est ça? Absolument. Bonjour. Merci. Bonjour, merci de m'accueillir. Bon. Est-ce que vous vous définissez un peu comme ouais, c'est le luxe accessible, c'est ça le positionnement luxe accessible? C'est un leader mondial, on peut dire que c'est un leader mondial sur ce segment ou pas? On est parmi les leaders mondiaux dans ce segment. Je pense qu'il y a on est sans doute le leader européen dans ce segment, mais on a aussi des confrères américains qui, sur ce segment, sont très forts, des Michael Kors, par exemple, des Tommy Hilfiger, qu'on considère effectivement comme un acteur européen, en tout cas. Un acteur européen, oui. Oui. Voilà. Bon, si je devais résumer, pardon, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires SMCP, il faut quand même voir un peu l'échelle et la grandeur, enfin en tout cas des revenus. Si je devais résumer, c'est excessif, mais je fais exprès, résumer le succès d'SMCP à la Chine, aux États-Unis et au digital. C'est excessif ou il y a une part de réalité? C'est excessif parce que ça oublie une dimension fondamentale, c'est que ce sont des marques qui sont nées en France. C'est l'histoire de deux sœurs qui, il y a 40 ans, ont eu cette idée à partir du foisonnement et de l'ébullition du sentier de créer des marques qui leur ressemblaient, qui étaient les silhouettes qu'elles aimaient, pour les femmes qu'elles aimaient, etc. Donc la France qui reste le premier marché. Qui reste quand même notre premier marché à touche-touche avec la Chine. Ouais. Mais ça reste comme une histoire française et une histoire de femmes. On ne le dit pas assez, mais c'est quand même assez étonnant. Ouais. Et après, c'est une histoire européenne qui ça a commencé à rayonner. Mais ce qui vous a boosté, ça reste le développement en Chine, les Amériques. Très vite, la Chine, l'idée d'aller très tôt en Chine, d'y aller en direct. Ouais. Aujourd'hui, on a 200 magasins en Chine, on en a 200 aux États-Unis. En dur à vous. Et c'est en Chine, mainland China, c'est-à-dire je ne parle pas de l'ensemble de l'Asie où on a presque 500 magasins. Ce sont vos magasins. Ce sont nos magasins propres avec notre propre personnel. Sur les 1600, il ne faut pas que je me trompe, on n'aime pas 1667. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, c'est pas faux, quand je dis que malgré tout, dans les ressorts du succès, il y a effectivement le fait d'être allé très tôt en Chine. D'être international très tôt. Ouais. C'est d'être international très tôt, de penser que le succès il s'écrit très tôt à l'international, d'avoir une ambition digitale aussi très tôt. Après, Je pense que c'est important. Et puis de travailler beaucoup la désirabilité des marques, de travailler aussi la différenciation des marques, faire en sorte que chaque marque est vraiment un Moi qui n'y connais pas grand-chose, comment est-ce qu'on différencie Claudie Pierlot, Sandro Mage, s'il fallait, en termes de désirabilité ou de... La silhouette Sandro, elle va être plus androgyne. Ouais. Elle va être, la fille va être un peu plus, vous voyez, elle va être un peu plus affirmée dans son élégance, dans sa silhouette. La fille Mage, elle va être un peu ici et ailleurs, un peu plus féminine peut-être. Ouais. Et sur Claudie Pierlot, on va être dans un vocabulaire du vestiaire parisien, vous voyez, d'espèces de basique de la silhouette française. Ouais. Et puis Fursac, on va être dans un tailoring à la française. Donc c'est comme ça qu'on les, c'est comme ça qu'on les définit. Mais clairement, honnêtement, quand on fait des études en CRM sur notre fichier client, on est assez étonné du peu de superposition qu'il y a entre les clients. Il y a vraiment des clients de Sandro, des clients de Mage et des clients Fursac. Si, mais on va à la marge. À la marge, c'est assez étonnant. Donc vous avez bien différencié, bien positionné. Donc ça veut dire que quelque part, et quand on fait des études de notoriété aussi, c'est quelque chose qu'on interroge et qu'on challenge souvent. Ouais. Et les trois ont une dynamique de croissance qui est similaire. Vous oubliez toujours. Oui, pardon. 4, en tout cas ces trois-là, les plus connus, sont sur 20 à 25% de croissance. J'ai les chiffres, entre 21%, 22% il y a toujours et 25% des aléas, de gros. Vous avez toujours non, mais les trois tirent la croissance du groupe. Je veux dire, chacune a trouvé sa place. Chacune a trouvé sa place. Vous avez toujours des saisons plus ou moins à succès dans chacune des marques. Mais c'est aussi ce qui fait que le groupe se porte toujours très bien. C'est quelque part, on nuance le risque en ayant un pool de marques et on va mitigate ce risque. J'arrive jamais à trouver le mot français qui veut dire la même chose. Mais qui veut dire quoi, mitigate, pour le coup en... Ça veut dire que ça équilibre, équilibre le risque. Okay. Voilà. Et effectivement, comme ça, on est un petit peu moins à risque que le sont les marques, que les groupes qui sont monomarques. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc le groupe qui a bien démarré l'année, on parle du premier trimestre, publication qui date d'il y a quelques jours, chiffre d'affaires en hausse de 26%. Et on voit que toutes les zones, à part l'Asie, tirent fortement l'activité, notamment la France, les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient, évidemment, sauf la PAC, qui est donc Asie-Pacifique. La PAC... Asie-Pacifique. Asie-Pacifique. Alors déjà, on est sur des historiques, beaucoup plus élevés sur l'Asie. On est dans le rouge, là, pour le coup. On est quasiment flat, on est légèrement dans le rouge, mais on est globalement flat. Mais aussi, on avait des historiques beaucoup plus hauts, ne l'oublions pas. Donc on n'a pas du tout les mêmes types d'historiques que ceux qu'on avait en Europe ou aux États-Unis, ne l'oublions pas. Et puis clairement, vous avez une contrainte mécanique qui est qu'à partir du moment où vous avez des villes qui sont sous confinement, ou à Shanghai, des centres logistiques qui sont fermés, ça rend
votre efficacité opérationnelle un peu plus compliquée. Oui, et en même temps, ça c'est le premier trimestre, et pour certains ça paraît très loin, parce qu'on voit depuis un gros freinage de l'activité un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, on a eu les chiffres macro, là je parle encore une fois, on a une croissance qui a baissé au premier trimestre aux États-Unis, on fait du surplace en France, et la zone euro est quasiment flat. Ce fléchissement, est-ce que sur le mois d'avril, Isabelle Guichot, vous commencez à le percevoir, à l'entreapercevoir ou pas? Ce qu'on perçoit, c'est qu'on perçoit effectivement des contraintes, comme je le disais, mécaniques en Asie, avec des hubs à Shanghai. Les ventes aux États-Unis, en Europe. Quelque part, forcément, ça va avoir un impact sur les ventes. À partir du moment où vous ne pouvez plus réapprovisionner vos magasins en Chine et que un quart de votre réseau est fermé, puisqu'à ce matin, je crois, on avait 47 boutiques fermées, une trentaine de boutiques qui avaient des horaires réduits. Et sur les boutiques mécaniquement, dans les pays ça a un impact sur votre chiffre d'affaires. C'est bien achalandé. Honnêtement, au niveau de la demande, vous percevez on sent moins ce phénomène que vous décrivez. C'est aussi lié, je pense, aux collections. C'est aussi lié au fait qu'on a une ambition digitale et phygital, c'est-à-dire cette capacité de faire de l'omnicanalité entre le physique et le digital qui est de plus en plus efficace. Aujourd'hui, chacun de nos magasins peut être un petit entrepôt et livrer des commandes digitales. Donc on a énormément accéléré sur cette ambition digitale pendant la période Covid. Et aujourd'hui, on est en train d'en récolter les fruits, c'est clair. Avec des objectifs financiers de 2020. Et puis, on a des États-Unis sur lesquels je trouve qu'il y a quand même une vraie vitalité, notamment dans la partie sud des États-Unis. J'étais au Moyen-Orient il y a 10 jours. Là aussi, il y a un renouveau du tourisme au Moyen-Orient qui est vraiment spectaculaire, avec une vraie volonté de consommer. Donc, c'est vrai que quand vous avez cette couverture globale mondiale, vous arrivez toujours 1667 magasins, combien dans les grandes zones à peu près, au dos mouillé? 60% en Europe, 40% en gros dans le reste du monde. Vous allez avoir de l'ordre de 500 magasins en Europe, vous en avez 400 et quelques en France, donc en gros 1000 France plus Europe, Moyen-Orient. Et puis après, vous allez en avoir 200 en Chine, 500 en Asie, donc 500 dont 200 en Chine, et puis après 200 aux États-Unis. Voilà. Avec donc des objectifs financiers pour 2022 qui sont confirmés, tant que la Chine ne dérape pas. Bah oui, et là, on se dit, mais quand on va à Shanghai, qui est confiné depuis un mois, qui rentre dans son deuxième mois de confinement, et Pékin, qui possiblement pourrait, on ne sait pas, être confiné. Et donc c'est vrai que cette perspective-là, cette détérioration des conditions sanitaires, pour vous, ça rend caduque, mais on y va quand même, on a le sentiment d'y aller. Je ne sais pas, je parle encore une fois sous votre contrôle. On n'a pas dit que ça rendait caduque, on a dit sous réserve d'une résolution assez rapide du conflit. Donc, je ne peux pas vous le factoriser là, en live. Qu'on voit pas, en tout cas, il faut qu'on essaye de comprendre un petit peu, notamment, est-ce que les centres logistiques de Shanghai vont se libérer? Il y a des négociations. Qu'est-ce qui se passe? Shanghai, donc, confiné, donc vos magasins sont fermés. Voilà. Mais ce n'est pas les magasins, c'est la ville qui est confinée. Donc, nos magasins sont fermés. Tous les centres logistiques, qu'ils soient DHL, par exemple, qui approvisionne, qui fait la logistique interne dans le pays, ne peut pas livrer les magasins du reste du pays. Les commandes Internet sont très compliquées à honorer. Donc, il faut qu'on déroute sur d'autres villes, etc. Donc, il y a une complexité logistique accrue du fait que la ville est arrêtée. Voilà. Ce n'est pas uniquement les magasins terminés. Ça, c'est pour Shanghai. Vous me disiez, c'est un quart de vos magasins en Chine? À peu près un quart de magasins qui étaient fermés. De combien de magasins? Vous dites combien il y en a? 400? Non, 200. 200, pardon, 200. Un quart des 200. Sachant que vous fabriquez, j'ai appris ça. On fabrique 60% en Euromed. Euromed, c'est quoi ça, Euromed, pardon, pour le commun des mortels? Euromed, c'est l'Europe plus la Méditerranée. la Méditerranée et l'Europe de l'Est. D'accord. Et donc, vous fabriquez assez peu en Chine au final? Et 40% en Asie. L'Asie, ce n'est pas uniquement la Chine, c'est la Chine, bien sûr, mais principalement dans le sud de la Chine. Donc, on a moins de problèmes. On n'a pas, pour l'instant, la crise sanitaire en Chine n'impacte pas trop nos productions, puisque nos productions sont plutôt dans le sud de la Chine, qui a été confinée au mois de mars, Shenzhen et la région, mais qui est déconfinée. Donc, vos chaînes d'approvisionnement, pour l'instant, notamment celles qui se trouvent en Asie, sont... On ne peut pas dire que nos directeurs de production et du supply chain aient une vie très simple en ce moment, mais ils arrivent à faire des acrobaties. Mais c'est plus le retail qui est... Enfin, c'est les opérations de magasins qui sont très compliquées en ce moment et de réapprovisionnement. Et donc, ça impacte évidemment le chiffre d'affaires en local. Mécaniquement, en Asie. Clairement. Bon, il y a un quart de vos ventes qui se font en digital, Isabelle Guichot. C'est 10 points de plus en 3 ans. Ça veut dire que vous avez... Quelle est déjà la norme dans la mode? C'est compliqué, la norme dans la mode. Parce que vos concurrents directs. Oui, mais nous, on rapporte ça à un chiffre d'affaires qui est quasiment retail. La plupart un certain nombre de nos concurrents rapportent ça à un chiffre d'affaires qui est un mix de retail et de wholesale. Donc, c'est très difficile d'avoir un normatif. On explique retail, évidemment, c'est les magasins en direct. C'est les magasins en direct. Et wholesale, c'est du B2B. Enfin, c'est du B2B. Donc, nous, on rapporte ça à un chiffre d'affaires B2C.
Donc, ce n'est pas exactement la même. Le normatif n'est pas le même. Je pense que sur un quart, on commence à être dans les très bons. Je pense qu'on a encore une marge de manœuvre pour progresser. Il faut aller encore plus loin. On peut encore aller un petit peu plus loin, oui. Mais je pense que plus on va avancer, plus ça va être. Je pense que dans 2-3 ans, je ne pourrais plus vous dire ce que c'est qu'une vente digitale, ce que c'est qu'une vente physique. Je pense que les parcours, ils vont devenir intrinsèquement fondus. Vous réserverez une pièce de chez vous, vous la récupérerez en magasin, finalement vous l'essayez, elle ne vous plaît pas, vous la redonnerez online parce que vous vous êtes trompé de taille, le magasin vous renverra une autre pièce ou vous repasserez en magasin à prendre une autre. Je pense, et puis je pense aussi au sujet de seconde main. La seconde main, c'est des activités qu'on a lancées, ou la location, vous pourrez aussi revendre votre pièce. Le parcours, il va être de plus en plus mêlé, et l'idée, c'est que ça soit un seul et unique parcours d'expérience client. C'est-à-dire que la montée en puissance du digital, qui en est qu'à ses débuts en tout cas, qui a encore du potentiel, ne remet pas en cause l'ouverture de nouveaux magasins, de nouvelles boutiques, parce qu'il y a ce parcours omnicanal. Et, en même temps, je vois qu'il y a comme de la rationalisation dans votre parc, ce qui est normal d'ailleurs aussi. Non, on est obligé de faire une rationalisation. N'oubliez pas que ce sont des marques qui ont entre 30 et 40 ans, notamment en France. C'est en France qu'on a le réseau le plus ancien. Et les évolutions du retail font qu'aujourd'hui, on cherche des magasins. Les zones de chalandise, elles ont changé. Les centres-villes, ils ont changé. Il y a des nouvelles artères, il y a de nouveaux centres commerciaux qui sont arrivés. Donc, on utilise aussi la période pour, par exemple, fermer 2 magasins de petit format un peu en fin de vie. Au lieu de les rénover sur place, on se dit pourquoi on ne prend pas un magasin plus intéressant, un peu plus grand, dans le même quartier. Donc, il y a tout ce travail de rationalisation qu'on fait sur un réseau qui est mature. Et donc, effectivement, ça peut se traduire par moins une fermeture, mais en mètres carrés, ça peut être des mètres carrés commerciaux supplémentaires. Donc, ça, c'est. Donc, ce sont des alliés. Pour vous, digital et dur, et magasins durs sont des alliés parce qu'il y a ce parcours omnicanal, parce on est vraiment dans le digital, c'est pas des mots, c'est une réalité. Oui, parce que. Exemple très simple, si vous voulez être capable de faire ce qu'on appelle du ship from store, c'est-à-dire de livrer une commande online, une commande Internet depuis vos magasins, il faut une arrière-boutique décente où vous ayez un petit endroit de préparation des colis, où vous puissiez plier, steamer, etc. Donc, il faut aussi que les magasins aient des capacités digitales. Donc, ça aussi, ça milite pour un rajeunissement de notre parc et puis une expérience client qui soit avec des cabines plus grandes, des expériences de... Parfois, il y a des magasins dans lesquels le format ne permet pas de présenter toute la collection. Là, on essaie de faire en sorte que les magasins présentent l'intégralité de la collection. Après, donc, tout ça pour vous dire que l'expérience, ce qui nous apporte aujourd'hui, c'est d'améliorer l'expérience client, quelle qu'elle soit, digitale. Et il y a la marge de progression. Il y a toujours de la marge de progression. On mesure, on fait des scores NPS, etc. On essaye vraiment c'est d'interroger les clients après une vente en leur demandant est-ce qu'ils ont aimé leur expérience en magasin, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a déplu. C'est le TripAdvisor du... Et alors, qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui ? C'est variable. Toutes les semaines, on analyse les commentaires positifs et on s'en réjouit, mais on ne dort pas sur nos lauriers. Puis les commentaires négatifs, du genre, je ne sais pas, la vendeuse n'était pas très précise sur le type de produit, la vendeuse m'a mal renseigné, j'ai mal été accueillie, on n'a pas bien compris mon besoin. Voilà, la vendeuse n'a pas bien compris, ou le vendeur n'a pas bien compris mon besoin, etc. etc. Donc, en permanence, on travaille là-dessus et je trouvais que le magasin méritait peut-être un petit coup de... Il y a moins de promos qu'avant, et c'est votre décision, ça, chez Sandro Mage ou Claudie Pierlot. C'est une décision qui porte ses fruits parce que la désirabilité, c'est un mot qui revient souvent dans votre bouche, et dans le marché aussi, de vos produits, sont telles que finalement, même s'il y a moins de discounts, moins de périodes de soldes, ça ne change pas. Finalement, les gens achètent, vos clients achètent quand même, vos clientes. Des clientes à 90%, généralement. C'est un des chiffres dont on est très fiers sur l'année 21 et sur ce premier trimestre 2022, c'est d'avoir baissé de 5 points en 2021 et déjà de 6 points sur le premier trimestre. 6 points, c'est 6%. Oui, c'est 6%. Ouais. Donc c'est matériel, c'est réel. Bon, c'est moins cool pour le client quand même. Mais je pense que le client, il aime aussi que le produit qu'il achète, on respecte sa valeur. Il aime aussi que le produit qu'il achète, il ait une valeur demain sur la seconde main, par exemple. Donc je pense que c'est un rapport de vérité. C'est un rapport de vérité avec le client en disant si on l'a mis à ce prix-là, c'est qu'il y a une histoire derrière, il y a une façon, etc. Donc je pense qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. On a travaillé, effectivement... On part aussi d'une situation très particulière en 2021 où on avait été un peu surpris tous par la vague Covid et il y avait un peu un excès de stock qui militait pour une période promotionnelle assez forte. On en est revenu et c'est très bien, je pense, pour la désirabilité des marques et pour la manière, pour le rapport au produit.
Je vous parlais, Isabelle Guichot, de la désirabilité de l'action SMCP, puisqu'on est sur Boursorama. Alors vous savez que je ne commande jamais le cours de bourse. Il n'est pas question de commenter le cours de bourse, bien sûr, c'est juste de voir qu'on est dans le rouge. Vous êtes profitable, il faut rappeler que... Ah oui, largement. Non mais voilà, il y a 1 milliard de chiffre d'affaires, il y a quoi la marge d'EBITDA, c'est 10%? Oui, c'est 9% l'année dernière, mais 12% sur le deuxième semestre. Parce qu'on est revenu à des conditions de marché plus favorables sur le deuxième semestre, bien évidemment. L'action est dans le rouge sur 1 an, sur 3 ans. En 2017, lors de la cotation, l'entreprise était évaluée à 1,7 milliard d'euros. Là, aujourd'hui, c'est 3 fois moins. Qu'est-ce qui cloche et comment rendre le cours boursier, encore une fois, le titre plus désirable et que le cours boursier rejoigne le trend des ventes Non, mais c'est une vraie question. Je ne peux pas commenter. Vous savez, parce que vous l'avez tous suivi, qu'on a vécu, j'appelle ça une tempête actionnariale un peu compliquée, avec un actionnaire majoritaire qui a fait défaut dernier. Donc effectivement, on ne peut pas dire que la valorisation, c'est d'ailleurs si vous lisez tous les commentaires d'analystes sur notre valeur, ils relèvent tous que le cours de l'action ne reflète pas la réalité opérationnelle. Donc je crois que c'est le commentaire qui se suffit à lui-même, c'est exactement ça. Il y a un disconnect un peu total entre le cours de l'action et la réalité opérationnelle du groupe. Et donc le côté spéculatif entre guillemets du titre peut venir d'un possible changement d'actionnaire ou le fait qu'on y voit plus clair. Une recomposition actionnariale, je pense. Parce qu'en 2 mots, il y a donc des créanciers qui sont regroupés. Alors, ils s'appellent Glass. C'est le nom du trustee, oui. Ils ont pris possession temporaire de 29% du capital à l'automne dernier, ce qui a déclenché une assemblée générale en début d'année, le 14 janvier, qui nous a permis une recomposition du capital, une recomposition du conseil d'administration, une gouvernance apaisée avec Christophe Cuvillier en tant que président du conseil d'administration. On connaît bien qu'on avait fait à l'époque quand il était président de Unibail. On est revenu à une gouvernance apaisée et qui nous permet de dérouler notre plan stratégique. Donc cette partie-là, elle est réglée au moins, la partie... Elle est momentanément réglée. Ce n'est pas une situation actionnariale qui est censée perdurer, puisqu'ils ont pris possession temporaire des titres et ce sont effectivement des créanciers qui, à terme, je pense, auront envie... je ne me mets pas dans leurs chaussures, mais je pense qu'à terme, ils auront envie de céder et qu'on retrouve quelque part un actionnaire référent. Donc il faut lever cette épée de Damoclès. Il faut lever cette épée de Damoclès, mais pour l'instant, nous, on est concentrés sur dérouler notre feuille opérationnelle, faire en sorte que la profitabilité de l'entreprise perdure et augmente encore, et que nos marques aillent toutes bien, et qu'elles fassent envie, et que notre groupe soit parmi les plus performants. Et c'est votre sacerdoce au quotidien. Absolument. Merci de passer nous voir, Isabelle Guichot, c'était un plaisir. La directrice générale de SMCP, Sandro Hommage et Claudie Pierlot, et aussi de Fursac, il ne faut pas que je l'oublie. On dit Fursac. Fursac, voilà, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut.